Après la chute de Mobutu Sese Seko, le plus ancien président de la République démocratique du Congo, le nouveau président, Laurent Désiré Kabila, a lancé une offensive massive pour rétablir l'ordre public et réorganiser la nation. Il a renommé le pays Zaïre en République démocratique du Congo et a rebaptisé l'armée nationale en Force armée congolaise, FAC. Au départ, son administration s'est montrée prometteuse puisque l'inflation est tombée à 5% au début de 1998. Mais malgré cet optimisme initial, la popularité de Kabila a rapidement décliné. Voulant centraliser tout le pouvoir autour de lui, il est devenu de plus en plus autoritaire, abolissant la Constitution, le Parlement, la Commission électorale et le système multipartite existant, ne laissant que son parti, l'AFDL, au pouvoir. Bientôt, son régime fut confronté à des défis importants, notamment des luttes internes, une immense dette extérieure et surtout la réticence de ses bailleurs de fonds étrangers à se retirer dans leurs pays respectifs. En fait, les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda ont joué un rôle crucial dans l'assassinat au pouvoir de Kabila et les représentants occupaient des postes influents au sein de l'armée congolaise. En fait, le chef d'état-major de Kabila était un éminent officier rwandais du nom de James Kabarebe. Les Rwandais espéraient que leur présence dans l'armée congolaise contribuerait à démanteler les derniers auteurs du génocide rwandais qui se cachaient encore au Congo. Cependant, le dirigeant congolais est devenu de plus en plus méfiant à l'égard de ces éléments étrangers et a commencé à s'entourer de compatriotes katangais dans l'armée. Cela a jeté les bases de la division entre lui et ses partisans qui avaient espéré contrôler le Congo en installant leurs propres pions. Mais Kabila s'est révélé être un missile non guidé. Le 14 juillet 1998, au milieu des protestations contre l'ingérence étrangère, Laurent Désiré Kabila a annoncé le limogeage de James Kabarebe, le remplaçant par un Congolais d'origine du nom de Célestin Kifwa. Bien que cette décision ait mis à rude épreuve les relations déjà difficiles avec le Rwanda, Kabila a tenté d'atténuer le coup en faisant de Kabarebe le conseiller militaire de Kifwa. Mais 2 semaines plus tard, il a complètement abandonné cette décision et a ordonné à toutes les forces militaires rwandaises et ougandaises de quitter le pays en 24 heures. Tous les militaires étrangers ont été expulsés du Gabon sans cérémonie. Cependant, les personnes les plus alarmées par cet ordre étaient les Tutsis, Banyamulenge de l'Est du Congo, qui étaient étroitement alignés sur les Rwandais. Tout comme les tensions entre eux et d'autres groupes ethniques du Congo avaient déclenché la première guerre du Congo, de nouvelles tensions entre eux et l'armée de Kabila allaient déclencher l'une des guerres les plus sanglantes et les plus meurtrières de l'histoire de l'Afrique. Le 2 août 1998, la rébellion a éclaté dans l'est du Congo, lorsque les 10e et 12e brigades de l'armée congolaise, majoritairement Banyamulenge, se sont mutinées contre leurs officiers. Le lendemain, les troupes des armées rwandaises, ougandaises et burundaises franchissent la frontière pour les soutenir. Ensemble, ils ont formé le Rassemblement pour la démocratie congolaise, le RCD, et ont rapidement dominé les provinces du Nord et du Sud Kivu, prenant le contrôle des villes clés d'Uvira et Bukavu. Dirigé par un intellectuel congolais du nom de Ernest Wamba Djawamba, le RCD se heurtait souvent aux milices locales, comme les Mai-Mai et les Interawa, qui contrôlaient désormais l'intérieur et étaient soutenus par Kabila. Le 4 août 1998, les soldats rwandais et ougandais, sous le commandement de James Kabarebe, décidèrent de porter la guerre aux portes de Kabila. Ils ont détourné 3 avions de ligne dans l'Est et ont envoyé une force d'élite vers la base militaire de Kitona, près de l'embouchure du fleuve Congo. Dès là, ils ont menacé de prendre la capitale congolaise de Kinshasa par l'ouest. Rapidement renforcés par d'autres vols, ils s'intègrent aux troupes de l'ancienne armée de Mobutu et atteignirent environ 11 000 hommes. Bientôt, les villes de Kitona commencèrent à tomber rapidement, alors que les forces gouvernementales, composées de seulement 6 000 hommes, étaient complètement submergées par les rebelles. Le 13 août, moins de 2 semaines après le début de la révolte, les rebelles avaient pris le contrôle de la ville portuaire cruciale de Matadi et la centrale hydroélectrique d'Inga,
coupant ainsi l'électricité à Kinshasa. Kabila semblait au bord de la défaite car ses troupes n'avaient aucune chance contre les hommes de Kabarebe. Mais juste à temps, il a reçu une aide étrangère. Entre le 19 et le 22 août, des soldats des armées zimbabwéennes et angolaises entrent au Congo et commencent la libération de Kitona. Les choses ont rapidement dégénéré en une véritable guerre continentale lorsque les troupes de Namibie, du Soudan, du Tchad et de la République centrafricaine ont rejoint les combats s'alignant sur Kabila. Ils ont été soutenus par la Libye qui a fourni quelques avions. En fin de compte, Kabila disposait d'une armée de 7 nations face aux armées de 3 pays de l'Est opérant derrière le RCD. En peu de temps, l'ouest du Congo était de retour aux mains de Kabila. Premières images du port de Matadi, repris par les forces gouvernementales. La victoire est congolaise, mais le matériel vient du Zimbabwe et les soldats sont angolais. La poignée de main est symbolique, celle de Joseph Kabila, le fils du président, remerciant le chef d'état-major des armées angolaises. Les rebelles n'auraient opposé qu'une faible résistance. Et malgré quelques feux rapidement maîtrisés, le port semble être intact. Alors qu'une colonne blindée angolaise traversait la frontière depuis Cabinda en Angola, attaquant les rebelles par l'arrière et reprenant Kitona. En conséquence, de nombreux soldats rebelles ont été tués, mais les officiers rwandais et ougandais ont réussi à retourner vers l'Est. En menant la guerre dans la région orientale, l'armée pro-Kabila a adopté une stratégie unique. Les troupes angolaises avancèrent vers l'Est, se glissant dans une brèche entre deux commandements zimbabwéens. L'un en provenance de Kinshasa et l'autre voyageant par la route de la Zambie au Katanga. Pendant ce temps, la RCD poursuivait son avancée vers l'Est, s'étendant depuis Goma en septembre et capturant les villes de Moba, Manono, Kisangani et Watsa. En octobre, ils prennent la ville de Kindu, la capitale de la province de Maniema, ouvrant ainsi la voie au Kasaï. Novembre a vu l'émergence d'un nouveau mouvement rebelle, soutenu exclusivement par l'Ouganda dans le nord-ouest du Congo. Il s'appelait le Mouvement pour la libération du Congo, le MLC. Il était dirigé par un homme du nom de Jean-Pierre Pamba, fils de l'homme d'affaires le plus riche de l'ère de Mobutu. Ils sont devenus une force prédominante dans la région du nord-ouest. Voyant cela, Kabila a envoyé environ 2000 soldats tchadiens dans la province de l'Équateur pour stopper l'avancée du MLC. En janvier 1999, les rebelles ont renouvelé leur offensive sur 3 fronts. Le sud vers le Katanga, à l'ouest vers Mujimaï et vers Mbandaka. En conséquence, les Zimbabwéens ont déployé des renforts à Mujimaï et ont empêché les rebelles de s'emparer de la ville. Pendant ce temps, le MLC de Jean-Pierre Bamba poursuivait son avancée dans le nord, battant avec succès l'armée tchadienne et occupant la majeure partie de la province de l'Équateur, à l'exception de la capitale Mbandaka. Fin 1999, la carte du Congo était désormais clairement divisée. Kabila et ses alliés contrôlaient l'ouest et le sud, tandis que le MLC de Bamba, soutenu par l'Ouganda, dominait le nord. À l'est, le RCD de Wamba-Djawamba, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, a combattu les Interaoué et les milices Maïmaï soutenues par Kabila. Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit étaient en cours depuis le début, mais aucun n'avait abouti. Cependant, en juillet 1999, une lueur d'espoir est apparue à Lusaka, en Zambie, où les 6 pays en guerre ont signé un accord de cessez-le-feu. Ils ont convenu de créer une commission militaire conjointe pour désarmer et documenter tous les groupes armés et milices au Congo. Cependant, quelques mesures concrètes ont été prises pour désarmer ces milices et dans les mois suivants, chaque camp a accusé l'autre de violer à plusieurs reprises le cessez-le-feu et a repris la guerre. Au cours de la deuxième phase de la guerre, les tensions au sein de la direction du RCD ont atteint un point d'ébullition lorsque son chef, Ernest Wamba-Djawamba, a été évincé au profit d'une personnalité pro-rwandaise du nom de Émile Ilunga. En conséquence, Wamba a décidé de déplacer sa base de Goma vers Kisangani, contrôlée par l'Ouganda, formant ainsi une faction dissidente connue sous le nom de Mouvement de libération du RCD. Cette scission a laissé une faction pro-rwandaise du RCD à Goma.
Dans les mois suivants, l'alliance entre le Rwanda et l'Ouganda va ronger les pierres. Ils ne se sont plus battus ensemble pour s'emparer de Kinshasa et renverser Kabila, mais les uns contre les autres pour prendre le contrôle des richesses minières de Kisangani. Vous voyez, Kisangani était le principal centre régional de commerce des diamants, et même s'il était contrôlé par l'Ouganda, le Rwanda était également intéressé par les profits et a décidé de déloger son voisin du nord. À au moins 3 reprises, des échanges de tirs ont éclaté dans la rue de Kisangani entre deux factions du RCD faisant des milliers de morts. Les habitants de Kisangani se souviennent aujourd'hui de la guerre d'un jour d'août 1999, de la guerre des 3 jours de mai 2000 et de la guerre des 6 jours de juin 2000. À la fin de l'année 2000, les combats s'étaient installés dans une guerre de tranchées sur des fronts critiques avec les rebelles incapables de progresser davantage mais capables d'arrêter toute contre-offensive des troupes gouvernementales. Le 16 janvier 2001, Kabila était en réunion avec l'un de ses conseillers au palais de Marbre à Kinshasa lorsqu'un de ses gardes du corps, un jeune, s'est approché de lui pour lui murmurer quelque chose. Soudain, il a sorti un pistolet et a tiré 3 fois sur Kabila. L'une des balles transperça mortellement l'arrière de la tête colossale du président. Quelques minutes plus tard, le jeune homme a été tué par balle par l'un des plus proches conseillers de Kabila, la personne du colonel Edi Kampa. Kabila a été immédiatement transporté par avion vers une clinique de Kinshasa, puis transporté au Zimbabwe pour des soins intensifs. Mais malheureusement, il a été déclaré mort vers 10 h du matin, le 18 janvier 2001. Sa dépouille a été restituée pour des funérailles nationales la semaine suivante. Les circonstances entourant l'assassinat de Kabila restent un mystère et ont fait l'objet de nombreux débats. Le consensus cependant est qu'il a été tué par l'un de ses Kadogo, un mot swahili signifiant enfant, soldat. Les Kadogo ont joué un rôle déterminant dans l'accession au pouvoir de Kabila pendant la première guerre du Congo. Mais maintenant qu'il était au pouvoir, il se sentait de plus en plus marginalisé. Leur mécontentement s'est encore accru après le meurtre mystérieux de leur leader bien-aimé et l'un des pères fondateurs de l'AFDL, le parti de Laurent Désiré Kabila, la personne d'Anselme Massassou N'Indaga. Cependant, le dernier clou dans le cercueil de Kabila a été lorsqu'il a ordonné l'exécution de 57 Kadogo accusés de complot contre lui. Ironiquement, cela s'est produit exactement la veille de son assassinat. La mort de Kabila a marqué un tournant dans la guerre. À l'unanimité, son fils Joseph Kabila a été rapidement désigné pour le remplacer. À seulement 29 ans, il est devenu l'un des plus jeunes présidents du monde. Moins d'1 mois après la mort de son père, il a rencontré Paul Kagame, son homologue rwandais et ennemi juré à New York, et a parlé de paix, d'unité nationale et du rôle de la communauté internationale. En conséquence, la République démocratique du Congo a accepté un plan de retrait de l'ONU avec le Rwanda et l'Ouganda et a commencé à retirer ses troupes des lignes de front. Cependant, cela ne marque pas la fin de la guerre car elle entre désormais dans une phase plus brutale et plus exploiteuse. En 2002, la position du Rwanda dans la guerre a commencé à se détériorer. De nombreux membres du RCD Goma ont soit cessé les combats, soit décidé de rejoindre le gouvernement du jeune Kabila. L'ouest du Congo devenait de plus en plus sûr et l'inflation maîtrisée. À l'est, cependant, le Rwanda et l'Ouganda étaient résolus à capitaliser et à exploiter les vastes ressources minérales présentes au Congo. Entre 1999 et 2000, l'Ouganda a gagné en moyenne 93 millions de dollars par an grâce à ses exportations d'or. Dans le même temps, Rwanda exportait chaque année pour environ 29 millions de dollars du même minerai. C'est beaucoup, surtout si l'on sait qu'aucun des deux pays ne dispose de dépôts nationaux importants. Avant la guerre, l'Ouganda exportait des diamants pour une valeur inférieure à 200 000 dollars américains. Ce chiffre avait été multiplié par 14 pour atteindre 2,8 millions de dollars américains. De même, le Rwanda, un pays sans diamants, exportait chaque année jusqu'à 40 millions de dollars américains de pierres précieuses. En outre, entre 1998 et 2004, les faibles exportations du Rwanda ont plus que triplé. La différence venait des mines de l'Est du Congo, puis il y a eu le coltan.
Hormis une requête australienne, l'Est du Congo était le seul endroit au monde où le coltan était extrait. Les Rwandais contrôlaient ces mines. Entre 1999 et 2000, pour une valeur ahurissante de 240 millions de dollars de coltan, la majeure partie de cette somme étant de pur profit. Sans surprise, le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas été les seuls à profiter de ce pillage. De nombreuses sociétés minières multinationales, des marchands d'armes insaisissables, des hommes d'affaires corrompus de Suisse, de Russie, Kazakhstan, de Belgique, des Pays-Bas, Allemagne et des États-Unis ont fait un massacre en capitalisant sur les matières premières volées au Congo et en opérant sur un marché très non réglementé. De plus, le braconnage est devenu une activité économique majeure au Congo. Près de la moitié des 130 gorilles de montagne, déjà une espèce rare, ont disparu pendant la guerre. En outre, la guerre a été marquée par une commercialisation de la violence, des violations généralisées, des droits de l'homme et une haine ethnique déguisée en rivalité commerciale. Environ 60 000 pygmées Mbuti ont été massacrés par le MLC de Jean-Pierre Bamba pendant la guerre. De même, dans le district de Luturi, les deux principaux groupes de population, les Hemas et les Landou, se sont battus farouchement pour le contrôle des mines d'or de la région. La guerre a également conduit à la montée de nombreux groupes militaires locaux composés principalement de jeunes garçons. Dans un pays où le système éducatif s'était effondré et où l'espérance de vie était faible, la guerre a donné à ces garçons un sentiment d'utilité et d'identité. Au cours des mois suivants, les négociations et les pourparlers de paix se poursuivront. Et le 30 juillet 2002, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord de paix dans la capitale sud-africaine de Pretoria. La guerre a officiellement pris fin lorsque le gouvernement congolais et toutes les principales parties belligérantes ont signé un accord global établissant un gouvernement de transition qui devait être mis en place dans un délai de 10 ans. En termes de victimes, la deuxième guerre du Congo est considérée comme le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, coûtant la vie à plus de 5 millions de personnes, la plupart des décès étant dus à la malnutrition et à la maladie. Malgré son impact dévastateur, la guerre a largement échappé à l'attention des médias internationaux en raison de sa complexité et de son obscurité perçue. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.